Toute ma vie, j'ai été fasciné par l'eau. J'ai vu des hommes flotter dans les nuages. J'ai vu des cascades tailler la forêt et sculpter les paysages. J'ai vu la vie s'épanouir dans l'eau. J'ai vu des hommes habiter les fleuves. J'ai été un observateur passionné de l'eau. Et puis j'ai découvert que j'étais lié à elle d'une façon totalement inattendue. Moi, à Paris, qui croyais consommer quelques dizaines de litres d'eau par jour, j'ai appris que j'en consommais en fait près de 5000 litres et que cette eau venait du monde entier. Mais où se cache cette eau ? C'est l'eau nécessaire pour produire tout ce que je consomme. Imaginez qu'il faut 3 litres d'eau pour produire 1,5 litre d'eau minérale, 40 litres pour faire pousser une salade, 140 litres pour une seule tasse de café, 185 litres pour 1 kilo de tomates, 330 litres pour une seule baguette de pain, 960 litres pour une bouteille de vin, 1000 litres pour 1 kilo de pommes, 1100 litres pour 1 litre de lait, 1900 litres pour 1 kilo de pâtes, 3400 litres pour 1 kilo de riz, 11 000 litres pour un gin, 15 000 litres pour 1 kilo de bœuf. Cette eau a bien servi à produire les céréales dont s'est nourri le bœuf que je mange. Une famille européenne de 4 personnes consomme ainsi 140 000 litres d'eau chaque semaine. C'est ce qu'on appelle l'eau virtuelle. Ces chiffres sont à peine croyables. Notre mode de vie, nos déplacements, nos loisirs, tout concourt à accroître sans cesse nos besoins en eau. Ils croissent si vite qu'ils dépassent largement ce que la nature peut nous offrir. Mais l'eau fait aussi cruellement défaut à plus d'1 milliard d'humains. Je n'ai jamais bu de l'eau potable. L'eau polluée est rejetée à 90% sans traitement dans la nature. À l'époque, il était interdit de vendre notre poisson. Il disait qu'il était empoisonné. L'eau contaminée tue encore chaque jour plus de 4000 enfants. J'ai toujours peur que mes enfants soient malades. L'eau manque encore pour nourrir l'humanité. Je n'avais même pas de quoi me nourrir. Il fallait que j'achète du riz pour compléter. L'eau est à l'origine de conflits dans de nombreux pays. J'ai tué plusieurs hommes. J'ai dû les tuer pour ma sécurité. Au Soudan du Sud, cette incroyable machine, haute comme une maison de 5 étages, qui devait creuser un canal, a déclenché une guerre qui a duré 30 ans. Pour trouver des solutions à ces problèmes vitaux, des femmes et des hommes n'ont pas attendu les décideurs. Ils ont des solutions et ils agissent. Vandana Shiva, indienne passionnée, se bat pour une nouvelle agriculture. Nous devons vraiment nous orienter vers des cultures très riches en nutriments qui nécessitent moins d'eau. Gérard Roseau a foré plus de 4000 puits dans toute l'Afrique. J'ai le sentiment que quand je quitte un village, après avoir amené de l'eau, c'est important. Katharina de Albuquerque a défendu aux Nations Unies le droit à une eau potable et à des toilettes pour tous. Il faut parler de merde, il faut regarder les choses en face et il y a des solutions. Mais aussi de simples citoyens dont la vie est en jeu, comme Annette, dame pipi dans un bidonville au Kenya, qui a fait de l'hygiène son cheval de bataille. Je suis fière de travailler dans des toilettes publiques. Ou encore Ek-Son Chan, ce Cambodgien incorruptible qui a fait des miracles à Phnom Penh. J'ai un rêve, fournir de l'eau à tous les Cambodgiens.
Dans l'espace, l'eau est plus rare que l'or. Et le peu d'eau qui s'y trouve est toujours gelé. Toujours, non. Notre planète est la seule qui possède de l'eau sous les 3 formes: gazeuse, solide et liquide. Et c'est ce miracle qui a permis la vie. Si la Terre était seulement 5% plus proche du Soleil, elle serait un désert brûlant, sans eau comme Vénus. Si la Terre était seulement 3% plus éloignée du Soleil, elle serait un désert glacé comme Mars. L'eau a fait de la Terre une planète vivante. Notre Terre possède 1,4 milliard de kilomètres cubes d'eau. Enlevons l'eau salée, inutilisable pour nous. Enlevons l'eau glacée des pôles et celles profondément enfouies dans le sol qui sont inaccessibles pour l'homme. Que nous reste-t-il? Il nous reste seulement 0,02% de toute l'eau de la planète. Ça correspond au volume du lac Baïkal en Russie, le plus grand lac du monde. C'est l'eau que nous accorde la nature chaque année, pas plus. Ces alpinistes au sommet du Mont Blanc ont-ils conscience de se trouver au premier maillon de la grande chaîne de l'eau? La haute montagne est un de nos grands réservoirs d'eau. La neige se transforme en glace et s'accumule, année après année. Elle alimentera des milliards d'humains et une infinité d'espèces vivantes. Le soleil fait peu à peu fondre l'eau gelée stockée sur les sommets. Libérée, l'eau se lance dans son grand voyage vers l'océan. Elle se ferait un chemin de cascade en torrent. Elle nourrit les forêts, dont les racines absorbent son énergie vitale. L'eau est une force irrésistible. Elle pulvérise la roche et emporte tout avec elle. Lorsqu'elle prend de la vitesse, son pouvoir destructeur s'accentue. Puis elle dépose enfin sa charge de sédiments. Elle donne naissance aux plaines et aux deltas, les terres les plus fertiles de la planète. L'eau est une artiste qui se révèle à moi depuis le ciel. Au Kenya, le lac Magadi était autrefois peuplé d'hippopotames, de crocodiles et de poissons. Il s'est peu à peu asséché. Aujourd'hui, il me fait penser à une planète inconnue. Les sels minéraux, provenant de sources chaudes, se sont accumulés sur le fond, formant une incroyable palette de couleurs. L'une des rares espèces qui survit ici est un flamant rose. Il se nourrit des micro-organismes qui prolifèrent dans ces eaux chaudes. Les marais sont d'une incroyable richesse, car ils offrent une multitude d'habitats et de la nourriture à profusion. Ils se gonflent comme une éponge pendant les inondations et restituent l'eau en période de sécheresse. Cette étrange mosaïque que j'ai filmée au Congo
sont les vestiges d'anciennes pratiques agricoles dont le Marais garde la mémoire. Depuis 4,5 milliards d'années, c'est la même eau qui circule sans fin à travers toutes les espèces vivantes. Je bois l'eau qui a désaltéré les dinosaures. On doit à l'eau les plus audacieux reliefs de la Terre. Elle a mis des millions d'années à sculpter le Grand Canyon de Colorado aux États-Unis. Et lorsqu'elle s'infiltre dans le sol, l'eau alimente les nappes souterraines. Ces précieuses réserves se sont constituées au cours de milliers et parfois de millions d'années. Elles ne se renouvellent presque pas. Avec les glaciers, les eaux souterraines représentent notre principale réserve d'eau. Mais l'eau n'est pas uniformément répartie sur la planète. Certaines régions reçoivent 100 fois plus de pluie que d'autres. L'eau est parfois si rare que des hommes sont prêts à tuer pour elle. Dans le nord du Kenya, ce pays que je connais si bien, il n'a pas plu depuis plus d'1 an. 2 tribus de pasteurs nomades, les Dassanesh et les Turkana, s'affrontent pour s'emparer du dernier oasis de verdure. J'ai tué plusieurs hommes. J'ai dû les tuer pour ma sécurité. Nous vivons à côté de nos ennemis et nous sommes en état de guerre permanent. Il n'y a aucun répit au moment de repos. Même assis ici, nous sommes probablement surveillés. Ces hommes risquent leur vie tous les jours pour trouver de l'eau. Cette danse guerrière fête le retour sain et sauf au village des bergers et de leur bétail. Une semaine après notre tournage, 13 personnes, parmi celles que nous avons filmées, ont été tuées. Mourir pour de l'eau. J'ai peur quand mes enfants emmènent les animaux paître et boire dans le delta. On ne peut jamais savoir s'ils vont revenir ou pas. C'est seulement le soir, quand je les vois revenir avec les troupeaux, que je suis sûre qu'ils sont en vie. J'ai peur de nos ennemis. Comme eux, nous attendons la pluie. Mais il n'a pas plu depuis 1 an. Nous sommes revenus ici parce que c'est le seul endroit où il reste des pâturages pour nos bêtes. Des centaines de familles, terrorisées par cette guerre de l'eau, ont tout abandonné pour se réfugier dans ce campement de fortune. Quand j'étais jeune, il y avait plein de nourriture. Et puis il y a eu la famine. Je suis partie à Todonyang pour trouver de quoi manger. Mais notre vie s'est transformée en enfer. Les gens ont commencé à se faire tuer. Maintenant, je suis à Lorenyang, car les Dassanesh m'ont chassé de ma terre. Même pour aller chercher de l'eau, on entendait des coups de feu. Et on pouvait être tué d'un instant à l'autre. Je tuerai l'ennemi parce qu'il a tué mes parents, ma mère et ma sœur. Ces personnes sont mortes sous mes yeux. Ils ont aussi tué une partie de mes vaches et de mes chèvres. Pour ça aussi, je les tuerai.
Sans la sécheresse qui nous a forcés à migrer, le père de mes enfants ne serait pas allé à Todonyang. Il aurait gardé son bétail. Il n'aurait pas été tué. Manquer d'eau, la hantise de millions et de millions d'humains sur la planète. Et si un jour, notre robinet à nous cesse de couler, eh bien c'est ce qui est arrivé en Espagne. Barcelone, printemps 2008. À la suite d'une sécheresse prolongée, cette grande ville européenne se réveille sans eau. Pour les habitants, c'est un cauchemar. En catastrophe, des bateaux-citernes ravitaillent la cité. Les Barcelonais sont pourtant parmi les plus faibles consommateurs d'eau en Europe. Comment en est-on arrivé là? La population de la ville atteint 5 millions d'habitants. Et les touristes sont de plus en plus nombreux à venir visiter l'incroyable cathédrale inachevée de Gaudi. L'agriculture irriguée s'est généralisée en Catalogne. Plusieurs années de sécheresse ont fini de vider les réserves. Alors que Barcelone tire la langue, les deux fleuves où la ville puise l'essentiel de son eau continuent d'irriguer les cultures alentours. L'affaire fait scandale. Pourquoi ne pas creuser alors un canal pour acheminer l'eau de l'Èbre, le plus grand fleuve d'Espagne, qui coule 200 km plus au sud? Pas si simple. Le delta de l'Èbre est une des plus riches réserves naturelles d'Europe. 50 000 riziculteurs, maraîchers, pêcheurs, paludiers vivent dans ce bout du monde. Barcelone a beau avoir soif, pas question pour eux de détourner une partie de leur eau. La ville opte finalement pour une usine de dessalement de l'eau de mer, malgré un coût élevé et les rejets salés qu'elle produit. Elle s'offre un répit, mais pas une solution durable, car l'usine n'alimente qu'1 million d'habitants. Impensable, l'eau peut manquer maintenant dans des régions riches aux ressources abondantes. Aujourd'hui Barcelone, pourtant alimentée par les Pyrénées, et demain, à qui le tour? Nous les humains, nous nous sommes toujours installés près des sources, au bord des rivières et des lacs, là où se trouve la nourriture. Grâce à l'eau, nous avons pu quitter la vie nomade pour fonder les premiers villages et inventer l'agriculture. Le pouvoir d'attraction de l'eau est toujours aussi fort aujourd'hui. L'eau est vitale. Au Soudan du Sud, des peuples de pêcheurs vivent comme il y a 5000 ans. Ils se sont établis au beau milieu des marais, au plus près de leur nourriture. Ici, les seuls espaces disponibles sont les anciennes termitières. L'argile dont elles sont faites permet de construire les maisons et même de créer de minuscules jardins. Ici,
Ici, la seule source de protéines, c'est le poisson, que l'on fait sécher au soleil. Pour ces peuples qui vivent presque en autarcie, c'est la seule monnaie d'échange avec le monde extérieur, si d'aventure passe un bateau. L'eau a été la première voie de communication entre les hommes. Aujourd'hui encore, en Afrique centrale, il n'y a pas beaucoup de routes ni de voies ferrées. C'est le fleuve Congo qui joue encore ce rôle vital en reliant entre eux des centaines de villages le long de ses rives. Ici, un incroyable moyen de transport tient lieu de camions et de trains. Ce sont les barges sur lesquelles s'entassent familles et marchandises. Tout s'y achète, tout s'y vend. Elle ravitaille une population éloignée de tout. Cette barge, ou plutôt ce radeau, se résume à un assemblage de troncs sur lequel est posée pêle-mêle la marchandise. À l'arrivée, le bois sera vendu avec tout le reste. Le puissant fleuve Congo est donc un formidable atout pour l'Afrique qui va doubler sa population. Les fleuves ont joué un rôle majeur dans le développement de notre espèce. Au Mali, la ville de Djenné s'est créée entre les bras d'un affluent du Niger aux portes du Sahara. Et la ville a profité de cette situation exceptionnelle. Elle est devenue un grand carrefour de commerce, une halte pour les caravanes de chameaux. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas installé près d'une source d'eau. Imaginez, marcher des heures chaque jour pour aller chercher de l'eau. J'ai vu si souvent des femmes et même des enfants s'épuiser à transporter des seaux de 30 litres sur leur tête. 800 millions d'humains ne boivent pas d'eau potable. Quoi de plus beau que leur apporter l'eau, de les libérer de cette éprouvante corvée. La région de Kaï, au sud-ouest du Mali, est un des endroits les plus chauds de la planète. D'ici au fleuve, c'est très loin et très fatigant. Je traverse 3 mares. Je fais ce trajet 3, 4, 5 fois le matin et parfois même l'après-midi. Le trajet pour aller chercher l'eau est très pénible. Il y a des sangsues qui se collent à nos pieds. Parfois, en revenant du fleuve, tu tombes, mais tu es obligé d'y retourner. L'eau du fleuve n'est pas bonne, mais on n'a pas d'autre source d'eau. Je la bois à contre-cœur. J'ai souvent peur que cette eau rende mes enfants malades et qu'ils meurent, mais je n'ai pas le choix. Je n'ai jamais bu de l'eau potable. Je ne peux même pas dire quel goût ça a. Chaque fois que tu arrives quelque part, c'est un challenge. À chaque fois que tu arrives quelque part, tu as le doute. À chaque fois que tu arrives dans un village, tu espères. Gérard Roseau est sans doute celui qui a creusé le plus de puits au monde. Près de 4000 dans toute l'Afrique. Il a adapté les techniques de forage de l'industrie pétrolière pour trouver de l'eau. Il travaille ici au Mali bénévolement depuis 2 ans pour l'association Eau Claire. Je cherche les zones de fracture, c'est-à-dire de failles qui sont susceptibles de drainer le maximum d'eau. Je me positionne aussi en fonction des alignements d'arbres d'espèces endémiques qui sont des indicateurs intéressants pour déterminer les passages d'eau les plus importants. Et en fonction de ces critères, je positionne mon forage.
On capte essentiellement des eaux de pluie, ces eaux qui ont été drainées dans le sol. Ces nappes sont constamment alimentées, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé l'eau, on a peu de chances que le forage soit sec un jour. Quand tu fais des forages dans des régions comme celle-ci, effectivement, on peut avoir des échecs. Les failles qu'on peut trouver dans le sol sont colmatées, sont bouchées. Et donc, certaines zones, on arrive à avoir jusqu'à 80% d'échecs. J'attends ce jour avec beaucoup de joie. Je vis en brousse. Alors j'utiliserai le temps que je vais économiser pour faire mon potager et travailler au champ. Je suis impatiente d'avoir de l'eau potable. J'attends ce jour depuis si longtemps. Il y a des choses que je vois qui me révoltent. J'ai vu des villages où il y avait 5 forages et un village 10 km plus loin qui n'en avait pas un seul. Il y a énormément de forages qui ont été faits, qui sont en panne. Il n'y a personne pour les réparer, on ne trouve pas de pièces détachées. Donc ces pompes tombent en panne et de nouveaux programmes sont mis en place où on refait des forages et on réinstalle des pompes. Ce qui serait le plus intelligent, ça serait de réhabiliter ces forages qui sont existants. J'ai le sentiment que quand je quitte un village, après avoir amené de l'eau, c'est important. Et ce que les gens m'ont donné, je leur ai restitué quelque part quelque chose aussi. Moi, en tant que porte-parole, je vais demander à toutes les femmes du village de prendre bien soin de ce forage. Car nous avons beaucoup souffert avant d'avoir de l'eau potable. Je les encourage donc à en prendre soin, car elle est très précieuse. Au Cambodge, on peut vivre sur l'un des plus grands lacs d'Asie et ne pas avoir d'eau potable. 800 millions de personnes dans le monde sont dans la même situation. Une menace mortelle qui pèse sur des populations parmi les plus vulnérables. Le grand lac Tonlé Sap a longtemps été le garde-manger d'un Cambodgien sur 3. Il abreuve la population depuis toujours. Mais aujourd'hui, l'urbanisation, des industries ont pollué l'eau qui n'est plus buvable. Mais les habitants ne le savent pas, ils la boivent depuis des générations. Ici, les pêcheurs capturent les anguilles avec de curieux pièges en bambou, plantés dans la vase. Bonjour. Vous en avez attrapé combien? 3, à peine un demi-kilo. Et vous n'emportez rien à boire? Non, je bois cette eau-là. Ah bon, mais vous n'êtes pas malade? Ça m'arrive. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Mais elle pue cette eau. Elle est toute noire. Actuellement, la population qui vit sur le lac augmente. Et elle devient de plus en plus pauvre année après année. Ici, tout coûte plus cher. La plupart des habitants boivent directement l'eau du lac et ça pose des problèmes de santé. En 2010, 2 villages près d'ici ont été victimes d'une épidémie infectieuse qui a fait plus de 40 morts. Vote, je vous offre un filtre.
À partir de maintenant, je vous demande de ne plus utiliser l'eau du lac directement. Il faut la filtrer avant de la boire. Les filtres en terre cuite, voilà vraiment le moyen le plus simple et le plus économique d'avoir de l'eau potable ici. Après des études en France, Chailo, un jeune ingénieur, a fondé l'association 1001 Fontaines qui installe des stations de purification de l'eau bon marché dans les campagnes du Cambodge. Le système est très efficace. Chaque unité est indépendante financièrement et crée des emplois. Ici, les gens utilisent l'eau de la mare ou de la rivière et surtout l'eau de pluie. En plus, ils la conservent mal. Elle est stockée dans des jarres non couvertes où les moustiques viennent pondre leurs œufs. Ils sont donc obligés de faire bouillir l'eau, mais cela coûte cher, car il faut acheter du bois ou du charbon pour faire du feu. Le procédé de traitement de l'eau utilisé par 1001 Fontaines est très simple. Nous filtrons l'eau plusieurs fois, puis elle est stérilisée grâce aux ultraviolets. Nous avons commencé en 2005 et nous avons déjà installé 47 stations qui fournissent chaque jour de l'eau potable à 40 000 personnes. Nous avons installé une station dans cette école pour fournir gratuitement de l'eau aux élèves. Tout le monde n'a pas conscience de l'importance de boire de l'eau potable. Il faut faire tout un travail éducatif pour les convaincre de s'y mettre. Cela prendra du temps. Est-ce que cette eau est propre? Non. C'est vrai, elle est pleine de microbes. Et si vous la buvez, vous aurez mal au ventre et vous allez vomir. Alimenter les grandes villes en eau potable est un défi encore plus grand. J'ai un rêve. Fournir de l'eau à tous les Cambodgiens. L'honnêteté paie. À Phnom Penh, Ekson Chan, un fonctionnaire incorruptible, a su inspirer confiance à l'aide internationale pour reconstruire entièrement le réseau d'eau potable de la capitale cambodgienne. J'ai personnellement souffert, ainsi que ma famille, du manque d'eau. Les Khmers rouges ont converti cette école en prison, appelée S21. Ici, des milliers de personnes ont été assassinées. Le 17 avril 1975, les Khmers rouges sont entrés dans Phnom Penh. Les habitants ont été obligés de quitter la ville. Je faisais partie de ces gens. J'ai été réquisitionné pour construire des canaux, des digues, pour produire plus de riz. J'ai travaillé très dur. C'est comme cela que j'ai survécu. Le 7 janvier 1979 marque le jour de la libération de notre peuple. Je suis revenu à Phnom Penh. Nous avons trouvé la ville entièrement détruite. Plus de maisons, plus de routes. Nous avons su que nous allions devoir reconstruire notre pays pour le bien de tous. En septembre 1993, j'ai été sollicité par le gouverneur de Phnom Penh pour prendre la tête du service des eaux. Même si je n'y connaissais rien, je savais bien que l'eau était un service essentiel. Mais le réseau de Phnom Penh était pire que nulle part ailleurs. 20% de la population était desservie. Et seulement 8 à 10 heures par jour. L'eau était imbuvable. À peine la moitié des consommateurs payaient leurs factures d'eau. La majorité des employés n'étaient à leur poste que 3 heures par jour. Voilà dans quel état était la distribution d'eau à ce moment-là.
Nous avons commencé à faire évoluer les mentalités. Les employés ont dû travailler dans l'intérêt de la compagnie et non plus pour leur profit personnel. Nous avons convaincu les clients de payer leurs factures en commençant par les plus riches et jusqu'aux plus pauvres. Nous avons consacré tous nos efforts à améliorer l'accès à l'eau. Nous sommes passés de 20% de personnes raccordées en 1993 à plus de 90% aujourd'hui. En effet, notre service ne s'adresse pas qu'aux riches. Nous raccordons tout le monde, même les plus défavorisés, en attribuant aux familles des subventions de 30, 50, 70 et même 100%. Grâce à l'aide internationale, et notamment à l'Agence française de développement, Phnom Penh possède aujourd'hui un des réseaux d'eau les plus performants du monde. À Rio, Soweto, Lagos, 800 millions de personnes vivent aujourd'hui dans des bidonvilles. Ces quartiers précaires, bâtis illégalement, où se concentre la misère. Et leur nombre devrait doubler d'ici 2050. Le monde s'urbanise si vite que fournir eau et sanitaire à ce rythme est presque mission impossible avec les moyens qu'on y consacre aujourd'hui. Mais pourquoi les maladies liées à l'eau sont si fréquentes dans les villes en développement ? Parce que les gens n'ont pas de toilettes. Ignorante du danger, la population contamine elle-même l'eau qu'elle boit avec ses excréments. L'eau infectée tue dans le monde chaque jour plus de 4000 enfants. Au Kenya, à Nairobi, Kibera est le plus grand bidonville d'Afrique. J'ai rarement vu des conditions de vie aussi difficiles. Ici, mon héroïne, c'est la dame Pipi, Annette, qui fait l'éducation de la population. Je suis fière de travailler dans des toilettes publiques parce que je sais que c'est important d'encourager les gens à être propres. Mes enfants tombent malades à cause de nos mauvaises conditions de vie. Vous voyez bien, ma maison n'est pas saine du tout. Un égout passe juste devant ma porte. Les toilettes se déversent dedans. Il y a des mouches qui rentrent dans la maison. Il y a aussi les moustiques qui piquent les enfants. C'est comme ça qu'ils tombent malades. Les enfants de Kibera qui arrivent ici souffrent principalement de diarrhée. Il y a des excréments partout à Kibera parce que les gens n'ont pas de toilettes. Des enfants jouent dans la saleté. Ils mettent leurs mains dans la bouche. Ils mangent des aliments qui n'ont pas été lavés. Donc ils attrapent des maladies. Et ça peut devenir très grave parce qu'ils n'ont pas toujours accès à des soins médicaux. Beaucoup d'enfants meurent de déshydratation provoquée par des diarrhées et des vomissements. J'ai toujours peur que mes enfants soient malades, qu'ils aient la diarrhée. Parce que quand ça dure, ils se déshydratent et perdent du sang. C'est pour ça que j'ai si peur de cette maladie. Cela a aussi un impact sur le budget des familles. Quand un enfant a la diarrhée, les parents doivent dépenser beaucoup d'argent pour le faire soigner, alors qu'il manque déjà de tout.
Et quand un enfant est malade, l'un des parents ne peut pas travailler, il ne gagne rien pendant ce temps-là. Parfois, c'est l'aîné des enfants qui garde le malade et qui manque l'école. Avant, à Kibera, les gens utilisaient les toilettes volantes. C'est-à-dire qu'ils faisaient leurs besoins dans un sac en plastique qu'ils envoyaient ensuite sur le toit des maisons. C'est pour ça que nous avons construit des toilettes publiques, pour que notre quartier soit plus propre. Si je surprends quelqu'un qui utilise les toilettes volantes, je vais l'encourager à changer. Je lui dirai que s'il ne peut pas payer les 3 shillings, il peut utiliser les toilettes publiques gratuitement. Tout le monde ne pense pas comme moi, mais je me suis engagée à servir la communauté. Nous avons commencé avec 13 personnes. Maintenant, ils sont plus de 150 à utiliser les toilettes. C'est un vrai progrès. Les toilettes, c'est bien. Retraiter les eaux usées, c'est encore mieux. Et j'admire la débrouillardise dont font preuve les plus pauvres pour transformer un problème en solution. Calcutta, 16 millions d'habitants, est construite dans le delta du Gange. La 3e ville d'Inde baigne pour ainsi dire dans l'eau. Mais dans les quartiers populaires, la vie est rythmée par les robinets qui ne coulent que quelques heures par jour. La ville a su tirer profit de cette eau omniprésente. Elle confie aux poissons le soin de traiter ces eaux d'égout. Le réseau de canaux qui irrigue la ville achemine les excréments des habitants jusqu'à une zone de marais de 8000 hectares aux portes de la ville. Une industrie qui fait vivre des milliers de personnes. Mon nom est Shyam. Je travaille dans une ferme piscicole. On est 18 pêcheurs dans mon équipe. On commence à 7 h du matin. On part en barque et on pêche au filet. Ensuite, on ramène les poissons sur la rive. Les déjections humaines sont dégradées par les bactéries. Le plancton s'en nourrit, se développe rapidement et nourrit à son tour les poissons. La pollution une fois digérée, l'eau bien épurée peut retourner à la nature. Ici, la production est nettement plus importante qu'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a plus d'emplois. Le poisson est aussi beaucoup moins cher ici qu'en ville. Cette incroyable station d'épuration est une solution économique et écologique qui fait vivre plus de 100 000 personnes. Dire que près d'un quart de l'humanité ne dispose toujours pas d'accès à l'eau et d'assainissement digne de ce nom. Mais les Nations Unies ont reconnu ce droit fondamental en juillet 2010 et l'installation de ces services essentiels avance dans de nombreux pays, comme au Sénégal. La reconnaissance de ce droit si important doit beaucoup à l'engagement d'une femme formidable, Katharina de Albuquerque. Je la retrouve dans un quartier populaire de Dakar, où elle est déjà venue en mission. Ça me fait plaisir de vous revoir. Comment allez-vous? Ça va. Bah, je suis retournée. J'ai tellement aimé être ici. Voilà. Moi, je demande toujours toi. En fin de compte, ce droit à l'eau international, c'est quoi? C'est la première fois dans l'histoire que tous les États membres des Nations Unies se mettent d'accord pour dire l'eau, c'est un droit. Il faut que tout le monde sur la Terre ait au moins une quantité minimale d'eau pour ses besoins domestiques et personnels. Cette résolution change les rapports de force.
et oblige les États à prendre des mesures pour faire en sorte que ceux qui n'ont pas de pouvoir et qui n'ont normalement pas accès à l'eau passent à avoir accès à l'eau et à l'assainissement. Ça donne la possibilité aux gens d'aller à un tribunal, comme j'ai vu ça par exemple au Costa Rica, des gens d'un petit village qui ont arrêté la construction d'une conduite d'eau qui allait amener leur eau à des camps de golf, à des hôtels, etc. On est 7 milliards d'habitants sur Terre. Problème d'eau potable, surtout problème d'assainissement. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre ce combat? Oui, on est en train de perdre ce combat, notamment à cause de l'augmentation de la population. Les chiffres sont en train de monter. On a 1 milliard de personnes qui font leurs besoins en plein air. Ne pas traiter l'assainissement comme une matière qui est taboue, parce que personne ne veut parler de merde. Il faut parler de merde, il faut regarder les choses en face et il faut prendre des mesures pour résoudre le problème, et il y a des solutions. C'est une question de volonté politique. C'est un investissement tout à fait rentable. Pour chaque euro ou dollar investi, on a un gain de 9, 15, 30 dollars. Comment ça? Comment ça? Parce qu'on dépense moins d'argent en santé. On va à l'école, on va travailler. L'eau, c'est un véhicule extraordinaire pour faire sortir des gens et des pays de la pauvreté. On peut y arriver, à amener l'eau et l'assainissement, la dignité à tout le monde. On peut le faire. C'est une question de volonté et de faire en sorte que les choses changent plus vite que jusqu'à maintenant. Procurer de l'eau propre aux plus vulnérables, c'est formidable. Mais l'eau propre sur notre planète ne le reste jamais longtemps, car nous avons pris la détestable habitude de rejeter nos eaux sales dans la nature. 85% des eaux usées dans le monde ne sont pas traitées. Non seulement cette eau est perdue, mais elle contamine nos ressources en eau potable, rivières, lacs, eaux souterraines. Nous nous empoisonnons nous-mêmes. La France, qui pratique une agriculture intensive, est le pays d'Europe dont les réserves d'eau souterraine sont les plus polluées. Et la Bretagne se rappelle à notre souvenir chaque été, lorsque ses plages se couvrent d'algues vertes. Aujourd'hui, la région compte 14 millions de cochons. Et ce village compte plus de cochons que d'habitants. Est-ce bien raisonnable? Leurs déjections riches en nitrates sont épandues comme des engrais dans les champs. Les nitrates s'infiltrent dans les sols et gagnent les rivières, puis l'océan. Les algues s'en nourrissent et prolifèrent. Les algues ne sont pas toxiques. Ces chevaux à l'entraînement ne risquent rien, pas plus que les élevages de moules dans la baie. En revanche, le gaz émis lors de leur décomposition sur les plages peut être mortel. Cette pollution, répétée année après année, témoigne de notre incapacité à changer les choses. Politiques, paysans, consommateurs, nous sommes tous responsables. En attendant une hypothétique solution, des villages de Côte-d'Armor ont trouvé comment recycler le lisier des cochons. Ils le convertissent en biogaz qui chauffe 4500 maisons. En Chine, en revanche, la pollution est d'une toute autre ampleur. Ce pays qui fabrique la plupart des objets qui nous entourent garde pour lui la pollution de ces milliers d'usines. La Chine pollue pour nous. 300 millions de Chinois n'ont plus d'eau potable. Personne dans les villes ne boit plus l'eau du robinet. Les cultures sont contaminées par les eaux d'irrigation polluées. Les fleuves agonisent. Regardez cette belle petite rivière.
Elle a été empoisonnée par une tannerie qui a réduit les pêcheurs à la misère. Mais les choses commencent à changer grâce au courage d'un avocat engagé. Il y avait une de ces épaisseurs de boue polluée dans le fond de la rivière. À l'époque, il était interdit de vendre notre poisson. Il disait qu'il était empoisonné et qu'on ne pouvait pas le manger non plus. Alors on était obligé de le jeter. On ne pouvait plus vivre. C'était très dur. C'était très dur, mais cet avocat a accepté de les défendre. Wang Sanfa a créé la première association chinoise de défense des victimes de la pollution. Il a obtenu pour les pêcheurs l'équivalent de 100 000 € de dommages et intérêts. Les victimes, ces pêcheurs, sont pour la plupart illettrés, sans culture. Ils sont au bas de l'échelle sociale. C'est pour cela que cette entreprise n'avait aucun scrupule à polluer. Maintenant qu'on a enlevé les boues, l'eau est plus claire. Ces 2 dernières années, les poissons ont commencé à revenir et on a pu reprendre les élevages. Nous avons remporté une victoire. Mais surtout, nous leur avons rendu l'espoir et la confiance. Ils savent maintenant qu'ils ont la possibilité de protéger leur environnement et de défendre leurs droits. C'est ça le plus important. La Chine n'est donc plus une zone de non-droit pour l'environnement et les choses changent vite. Ma Jun, un ancien journaliste, a créé un site internet qui recense toutes les entreprises de son pays condamnées pour pollution de l'eau. En ce moment, nous avons dans notre base de données 86 000 infractions commises par 50 000 entreprises. La plupart sont des entreprises chinoises. Mais nous avons aussi pas mal de sociétés étrangères, d'Amérique, d'Europe, du Japon, de Corée, d'Australie. Toutes ces grandes compagnies viennent en Chine pour profiter des coûts de fabrication très bas. Mais elles ne se préoccupent pas des conséquences pour l'environnement. Mais maintenant, avec notre liste de pollueurs, nous voyons que ces sociétés, qui avaient l'habitude de payer des amendes année après année en continuant à polluer, commencent à ressentir une certaine pression. La plupart s'efforcent de se mettre en règle et font tout ce qu'elles peuvent pour être rayées de notre liste. À Shanghai, les entreprises les plus polluantes ont été regroupées sur un gigantesque parc à l'écart de la ville. Mais elles ne figurent pas sur la liste de Ma Jun. Chacune est reliée individuellement à l'unique station d'épuration qui traite 25 000 tonnes d'eau usée par jour, pratiquement autant que toutes les industries de la vallée du Rhône. Les rejets de chaque entreprise sont analysés en continu pour détecter et traiter immédiatement toutes les pollutions. Cela permet à l'un des plus grands complexes industriels du monde de rejeter de l'eau propre à la mer. Si notre préoccupation pour la pollution est récente, le contrôle de l'eau est une ambition vieille comme le monde. Dans l'histoire, de grandes civilisations se sont épanouies grâce à la maîtrise de l'eau. Les Khmers, ancêtres des Cambodgiens, ont imaginé il y a plus de 1000 ans un ingénieux système de canaux d'irrigation qui permettait 3 récoltes de riz par an. La grandiose cité d'Angkor Wat témoigne de la puissance khmer, mais elle n'a pas survécu à l'effondrement de ce système hydraulique si performant. Au XXe siècle, la maîtrise de l'eau s'exerce à grande échelle. Barrages, canaux, digues ont permis l'incroyable développement de nos sociétés. Mais sommes-nous à l'abri des désastres du passé? Automne 2011, la Thaïlande connaît la plus importante inondation depuis un siècle. La mousson tant attendue a pris des airs de tsunami. Ici, je constate une fois de plus que les changements climatiques ne sont pas une hypothèse ni une théorie. C'est la réalité. Des millions de sinistrés, 15 000 entreprises affectées,
12% des terres cultivées inondées. Des familles entières, dans l'eau depuis des semaines, ont dû emménager sur leur toit. Catastrophe régionale, mais conséquences planétaires. Ici sont fabriqués 60% des disques durs du monde. L'industrie électronique mondiale est paralysée. Pour les constructeurs automobiles, les pertes sont colossales. La Thaïlande est le premier exportateur mondial de riz. 30% de la récolte a été perdue. L'envolée des prix a affecté la vie de dizaines de millions d'Asiatiques et d'Africains. Les temples d'Ayutthaya, l'ancienne capitale fondée en 1350, ont été inondés pour la première fois. Le système de canaux qui les avait protégés jusque-là a été laissé à l'abandon. Quant aux barrages construits sur le fleuve qui traverse Bangkok, ils n'ont pu contenir la montée des eaux. L'homme a oublié qu'il ne peut pas toujours contrôler la nature. Et pourtant, en Chine, la maîtrise des fleuves est l'obsession des dirigeants depuis des millénaires. Mao s'est passionné pour le sujet. L'histoire du pays est jalonnée d'inondations qui ont fait des millions de morts. Les seules digues édifiées le long des rives du fleuve Jaune au cours des 50 dernières années ont nécessité plus de matériaux que la Grande Muraille. Les Chinois ont appris à repousser les attaques 100 fois répétées de l'eau, colmater la moindre brèche, tenir bon face à l'envahisseur. Mais les inondations continuent de sévir. En 2010, plus de 3000 morts et 15 millions de sinistrés. 800 000 hectares de récoltes perdus. Et pourtant, la Chine a construit sur son territoire près de la moitié des grands barrages de la planète. Aujourd'hui, c'est surtout le manque d'eau qui inquiète les Chinois. La Chine possède 20% de la population mondiale, mais seulement 7% des ressources en eau. Le fleuve Jaune, qui irrigue le nord du pays, a été pompé jusqu'à la dernière goutte pour approvisionner des villes géantes. Si bien qu'un jour de 1997, le fleuve n'a plus atteint la mer. Le gouvernement a mis en place un système de contrôle de l'eau du fleuve depuis sa source jusqu'au delta. Et au poste de commande, les opérateurs peuvent ouvrir et fermer à distance les 70 écluses qui alimentent les canaux d'irrigation. Et la province qui a dépassé son quota se voit couper l'eau d'autorité. Le fleuve est sous contrôle, mais l'eau manque toujours. Comment y remédier? Et si le Yangtze, le plus grand fleuve de Chine, en donnait un peu au fleuve Jaune? C'est Mao qui avait lancé l'idée. Aujourd'hui, son vœu se réalise. Un colossal chantier de transfert d'eau du sud vers le nord du pays est en cours. Il doit relier par des canaux le Yangtze au fleuve Jaune et au-delà, alimenter la région de Pékin. Le barrage des Trois Gorges, le plus grand barrage du monde, est la pièce maîtresse de ce projet. Il devrait permettre de transférer vers le nord un débit égal à la moitié du Nil. Mais le Yangtze lui-même commence à manquer d'eau.
Notre développement s'est accompagné d'une augmentation folle de nos besoins en eau. Pour répondre à cette demande, 50 000 barrages ont été construits dans le monde. Mais aujourd'hui, leur gigantisme, le déplacement forcé de dizaines de millions de personnes, la destruction de la vie aquatique remettent en cause leur légitimité. Mais on sait maintenant atténuer leur impact en réduisant leur taille. Et on ne peut plus se permettre d'ignorer les populations que l'on veut déplacer. Les barrages produisent de l'électricité grâce à la force de l'eau. C'est une énergie propre et renouvelable dont on pourra difficilement se passer à l'avenir. Dans les Alpes italiennes, la région autonome du Val d'Aoste est exemplaire. Elle a compris que sa première richesse, c'était son eau. Et elle a su mettre en valeur ce patrimoine naturel en construisant plusieurs barrages en altitude. Sa production électrique dépassant la consommation de sa population, elle exporte le surplus vers le reste de l'Italie et de la Suisse. Les barrages ont aussi joué un rôle majeur dans l'agriculture. L'irrigation a permis le doublement des rendements agricoles et ils ont contribué à sauver de la famine des millions de personnes, notamment en Asie. Mais nous aurons besoin de beaucoup plus d'eau pour nourrir les 9 milliards d'humains que comptera la planète dans 40 ans. Aujourd'hui, l'irrigation assure 40% de la production alimentaire mondiale. Elle devra désormais consommer moins d'eau tout en étant encore plus efficace. Car la demande agricole va continuer à croître fortement pour nourrir une population qui augmente toujours et consomme de plus en plus de viande. Or, il faut 15 fois plus d'eau pour produire un kilo de bœuf qu'un kilo de céréales. 15 fois plus. Certains pays manquent déjà d'eau pour nourrir leur population et sont contraints d'en importer. Pas sous forme liquide, bien sûr, mais sous forme virtuelle, cachée dans les céréales, les fruits, les légumes, la viande, à bord des navires qui sillonnent la planète. L'eau virtuelle, c'est un fleuve fantôme dont le débit est 20 fois celui du Nil. Il ne cesse de grossir à mesure que nos échanges s'intensifient, mais aussi parce que les ressources en eau manquent dans un nombre grandissant de pays. Par exemple, un tiers de l'eau consommée en Égypte vient d'un autre continent, car l'eau du Nil ne suffit plus pour nourrir 80 millions d'habitants. Lorsque l'Égypte achète aux États-Unis de quoi compléter sa production de blé, elle économise les énormes quantités d'eau pour le faire pousser. Et l'eau virtuelle a aussi des effets pervers. Le coton, énorme consommateur d'eau, représente à lui seul un quart de ces échanges d'eau dans le monde. 5 fois le débit annuel du Nil. En Asie centrale, sa culture a tourné au désastre. Le régime soviétique a été jusqu'à détourner les 2 grandes rivières qui alimentaient la mer d'Aral pour irriguer le désert. Voyez le résultat. Elle a perdu 90% de son eau en 50 ans. Des millions de personnes réduites à la misère. Une tragédie qualifiée de plus grand désastre écologique du XXe siècle par les Nations Unies. Et tout ça pour fabriquer nos chemises et nos jeans. Rappelons-nous, il faut 2700 litres d'eau pour fabriquer une chemise et 11 000 litres pour faire un jean. Ici, on assèche une mer. Ailleurs,
on épuise des ressources d'eau souterraines très anciennes et non renouvelables, comme en Jordanie. Ces champs ont cessé d'être cultivés lorsque le forage a été épuisé. Il faut savoir que la moitié de la population mondiale dépend pour sa nourriture d'une ressource en eau non renouvelable. C'est une catastrophe annoncée. L'Inde a certes réussi à supprimer les famines en ayant massivement recours à l'irrigation. Mais les réserves s'épuisent et 175 millions de paysans sont menacés par la faim. Au Rajasthan, région aride, les nappes sont à sec et les villages s'efforcent de les recharger en stockant les pluies de la mousson qui ne tombent que quelques semaines par an. Ces femmes font preuve d'un courage incroyable. Elles creusent elles-mêmes à la main, oui à la main, d'immenses bassins pour conserver l'eau. En filmant ces images, je n'en revenais pas. J'ai creusé le réservoir. Qui d'autre l'aurait fait? Je l'ai creusé avec d'autres, parce qu'on n'a pas de récolte quand il y a de la sécheresse. On a de bonnes récoltes uniquement quand il y a de la pluie. L'eau de pluie est vitale. Quand il y a de l'eau dans les rivières et les réservoirs, alors il y a de l'eau dans les puits. L'eau des réservoirs est essentielle pour alimenter les puits. On peut alors irriguer les champs. Comme ça, on a quelque chose à récolter. L'Inde dépend de la mousson, mais celle-ci n'est plus aussi régulière, probablement en raison des changements climatiques. Et les agriculteurs doivent donc s'adapter pour survivre. La mousson est de plus en plus instable, c'est terrible pour nous. On ne sait plus quand et où les pluies vont tomber. Soit vous n'avez pas de pluie quand vous avez besoin de planter, soit il tombe des trombes au moment de la récolte et vous perdez le peu que vous avez produit. Vandana Shiva est une militante célèbre dans le monde entier. Son combat en faveur d'une agriculture économe en eau et plus résistante aux aléas du climat a sorti de la pauvreté plus de 500 000 paysans. Quand nous utilisions des engrais chimiques, nous avions besoin de beaucoup d'eau. En utilisant des engrais naturels comme le compost, nous avons besoin de moins d'eau. La bouse de vache, mélangée à des résidus végétaux, est en effet un fertilisant très riche qui garde aussi l'humidité des sols. Cette nouvelle agriculture repose aussi sur la sélection de semences naturelles moins gourmandes en eau et plus nourrissantes. Pour le millet, on a besoin de peu d'eau, alors que les piments, les tomates et les oignons ont besoin de beaucoup d'eau. Et s'il n'y a pas de pluie pendant 15 jours, je dois sans tarder irriguer le champ. Le millet, il n'y a pas mieux. Il est 40 fois plus nourrissant que le riz blanc. Cette céréale est notre arme contre la faim. Un Indien sur 4 a faim. Un enfant sur 2 a été sacrifié au cours de ces 15 dernières années de mondialisation. Nous devons vraiment nous orienter vers des cultures très riches en nutriments qui nécessitent moins d'eau. Augmenter la biodiversité est notre deuxième plan d'action. Ce mélange de cultures protège le sol. Lorsque vous cultivez une seule espèce en ligne, la terre est à nu et vous perdez le peu d'humidité que vous avez par évaporation. Avec ces cultures qui couvrent tout le champ, chaque goutte d'humidité est conservée dans le sol.
La pluriculture est une méthode très efficace pour parvenir à la sécurité alimentaire tout en économisant l'eau. Ici, dans ce champ, nous avons du maïs, des concombres et aussi des haricots. Chaque fermier que nous formons montre l'exemple à 100 autres. Car les mauvaises années, ils ont une meilleure récolte que ceux qui pratiquent l'agriculture chimique. Et les bonnes années, ils ont une aussi bonne récolte qu'eux. Et ils ont aussi de meilleurs revenus, car ils ne dépensent pas d'argent pour acheter les semences et les produits chimiques. Partout dans le monde, des petits paysans trouvent les moyens d'augmenter leur production en gérant mieux l'eau. Car ils sont en première ligne dans ce combat contre la faim. Le riz alimente près de 4 milliards d'humains. C'est la première céréale cultivée dans le monde. Il est souvent cultivé à la main, principalement par de petits producteurs pour nourrir leur famille. Mais c'est une culture très gourmande en eau. Au Cambodge, des paysans audacieux essaient une nouvelle méthode de culture qui permet de doubler les rendements tout en utilisant beaucoup moins d'eau. C'est vrai que la récolte est beaucoup plus importante. Elle est même multipliée par 2. Avec la méthode habituelle, je n'avais même pas de quoi me nourrir. Il fallait que j'achète du riz pour compléter. Avec ce que je produis maintenant, non seulement j'ai de quoi nourrir ma famille, mais je peux même en vendre aux grossistes et acheter d'autres choses. La méthode est toute simple. Il suffit de replanter les jeunes pousses 2 ou 3 semaines seulement après que les grains de riz ont germé. Ils reprennent alors leur croissance aussitôt et poussent beaucoup plus vite. Moi-même, je n'en croyais pas mes yeux. Avant, je repiquais plusieurs grosses plantules en même temps et ça ne donnait aucune pousse. Alors qu'aujourd'hui, avec une seule petite plantule, j'obtiens jusqu'à 20 pousses. C'est surtout pour éviter les mauvaises herbes que le riz est habituellement planté dans l'eau. Mais il pousse bien mieux lorsque le sol n'est pas noyé. Les racines, bien oxygénées, se développent plus rapidement. En 2010, nous n'étions que 3 à utiliser la nouvelle méthode. En 2011, nous sommes 20. Je pense qu'en 2012-2013, on ne pourra plus nous compter, car apparemment tout le monde veut s'y mettre. Au début, les autres riaient. Maintenant, quand ils voient ça, ils viennent tous me féliciter. Nourrir toutes ces populations dépendra d'une multitude de solutions locales, adaptées au climat, au sol et au type de culture. Dans l'ouest des États-Unis, pour les agriculteurs, l'eau ne manque pas encore, mais elle est convoitée par les villes qui sont prêtes à racheter cette eau à n'importe quel prix. Cette région, au climat semi-aride, est confrontée à un difficile partage de l'eau. L'agriculture et les villes se sont développées bien au-delà des possibilités offertes par la nature. D'énormes aménagements ont permis d'amener l'eau des montagnes éloignées, et ça ne suffit plus. Les villes continuent de grandir et manquent toujours d'eau. Elles vont maintenant la chercher dans les campagnes, là où elle est encore disponible, et elles sont prêtes à la payer au prix fort. L'eau est devenue marchandise, et c'est le marché qui décide de son usage. Lors de la conquête de l'Ouest, des droits d'eau étaient distribués aux premiers fermiers arrivés. Ces droits se transmettent de génération en génération et peuvent être vendus ou achetés. Les propriétaires ont un quota d'eau à prélever dans la rivière ou dans les nappes souterraines. Et c'est ce quota qu'ils peuvent revendre. J'entends 2 voix dans ma tête. Celle de mon père qui a travaillé tellement dur pour me transmettre cette terre et qui me dit « Tu ne peux pas vendre cette terre, tu ne peux pas vendre cette eau. » Et j'entends aussi celle du marché et de mon banquier qui me dit « Écoute, c'est plus d'argent que tu n'en gagneras peut-être dans toute ta vie, c'est le bon choix. » La nuit, c'est ça qui m'empêche de dormir. Cette terre-là a probablement cessé d'être irriguée au milieu des années 70. Le propriétaire a décidé de louer l'eau ou de la vendre, et voilà le résultat. Moi, je pratique l'agriculture irriguée de l'autre côté de la route. Regardez la différence. Chaque année, j'ai de bonnes récoltes de maïs grâce à l'irrigation, alors qu'ici, il n'y a plus que de la mauvaise herbe.
Sur mon exploitation, j'ai 2 sources d'eau, mes puits et la rivière. J'ai choisi d'utiliser en priorité mes puits et de louer mon eau de surface à d'autres fermiers qui en ont besoin pour leur culture. Ici, pour irriguer, nous avons une bonne eau qui nous vient des montagnes. Nous avons probablement les droits d'eau les plus anciens de tout le pays. Certains remontent même à 1860. Mais beaucoup de ces canaux ont été asséchés pour satisfaire les besoins pressants des villes. Les représentants de certaines villes sont venus récemment dans mon coin pour acheter des droits d'eau. Et ça a fait grimper le prix de la terre. On commence vraiment à se demander si on aura de l'eau encore longtemps. Comme le marché dicte sa loi, le prix de l'eau va monter de plus en plus. Et de plus en plus de gens vont vendre leurs droits d'eau. Pour continuer à vivre de la terre, il faudra changer nos façons de cultiver. On utilisera moins d'eau avec des systèmes d'irrigation à rampe ou le goutte à goutte. C'est seulement comme ça qu'on sauvera notre communauté de fermiers. Je connais une famille dont aucune des 3 filles ne voulait reprendre la ferme. Ils ont donc décidé de vendre et ils ont gagné des millions de dollars. On ne peut pas leur en vouloir, puisque de toute façon, cette ferme n'avait pas d'avenir. S'ils avaient voulu vendre leur ferme avec ces droits d'eau, aucun fermier n'aurait eu les moyens de l'acheter. Ils ont pu vendre leurs droits à la ville, car la ville a de quoi payer. Vendre l'eau, c'est facile, mais du coup, la terre devient impossible à cultiver. Vous savez, l'homme le plus riche de notre communauté de fermiers est quelqu'un qui a vendu ses droits d'eau. Il n'est pas considéré comme quelqu'un qui a échoué, mais comme quelqu'un qui a vendu sa communauté. Quand un fermier vend ses terres et ses droits d'eau, cela crée des contentieux entre ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Cela provoque des dommages dans la communauté. Ça crée une division. Ça change la manière dont notre école est gérée, dont notre église est tenue. Ces transferts d'eau changent beaucoup de choses dans notre communauté. Nous aimons notre métier et nous aimerions pouvoir l'exercer pour toujours. Mais ça ne va probablement pas se passer comme ça. Augmenter le prix de l'eau comme on le fait aux États-Unis et ailleurs, développer un marché de l'eau, cela incite aussi à l'économiser. Mais l'eau n'est pas seulement un bien économique. Si nous laissons les villes prendre toute l'eau aux agriculteurs, on ne pourra plus produire suffisamment pour nourrir toute la population. Le besoin d'eau est si fort qu'il crée des conflits locaux. Mais il peut aussi unir des peuples aux cultures et aux besoins très différents. En Afrique, le fleuve Sénégal est un exemple de coopération entre pays riverains. Ces femmes qui viennent puiser l'eau ou faire leur lessive le long des rives nous montrent à quel point les populations sont dépendantes de l'eau du fleuve. Dans cette région affectée par de sévères sécheresses, 2 millions de personnes s'y approvisionnent pour leurs besoins quotidiens. Les mères de famille, mais aussi les pêcheurs et les éleveurs de bétail. En 1989, la Mauritanie et le Sénégal ont été jusqu'à se faire la guerre pour de l'eau. Mais avec le Mali et la Guinée, ils ont appris à gérer le fleuve ensemble. Aujourd'hui, chaque décision concernant l'irrigation, la production d'énergie, la navigation est prise à l'unanimité. Avec l'aide notamment de l'Agence française de développement, ils ont même financé la construction de 2 barrages qu'ils gèrent en commun, uniques au monde. En cas de pénurie, la population locale est prioritaire. À l'avenir, une entente entre États sera essentielle pour prévenir les conflits en partageant l'eau des grands fleuves. S'entendre et partager, voilà la solution quand la ressource se fait rare.
J'ai tenu absolument à me rendre au Soudan du Sud, ce tout nouveau pays, le 193e reconnu par les Nations Unies. Il possède un des plus grands marais du monde. Une merveille de la nature, née des eaux du Nil et peuplée d'espèces rares et de millions d'oiseaux migrateurs. Ce marais est un système naturel unique, vieux de plusieurs millions d'années. À la saison humide, il devient aussi vaste que la Grèce. Il tempère le climat sur une étendue bien plus vaste encore et régule le débit du grand fleuve. Mais il est aussi le domaine d'un peuple au courage formidable, les Dinka. Ils seraient plus d'1 million, vivant en communion avec leurs vaches. Ils les choisissent pour la beauté de leurs robes et l'élégance de leurs cornes monumentales. Ils les protègent des insectes en les couvrant de cendres et en faisant brûler en permanence des feux de bouse. Les vaches ont une telle importance à leurs yeux qu'elles donnent leur nom aux hommes et aux lieux. Dans cette région, l'eau est aussi précieuse que le pétrole. Lorsque le marais a été menacé, les Dinka ont pris la défense de leur royaume. L'Égypte et le Soudan avaient commencé à creuser un canal pour empêcher que l'eau du Nil aille s'évaporer dans l'immense marais. Ils espéraient récupérer ainsi l'équivalent d'un 10e du débit du fleuve, sans se soucier des conséquences pour la population locale. Mais les Dinka se sont révoltés, ils ont pris les armes, ils ont attaqué le chantier et interrompu les travaux avant que le canal soit terminé. Le canal se comble peu à peu de végétation, refermant une plaie ouverte sur plus de 200 km. Je voulais voir depuis longtemps cette incroyable machine que les Dinka ont réduite au silence il y a maintenant 30 ans. Encore plus grand que je l'imaginais. Ces trous pelleteuses de 2300 tonnes, hautes comme un immeuble de 5 étages, arrachaient chaque minute assez de terre pour remplir une piscine olympique. Cette machine témoigne de la tension qui règne sur les ressources en eau. Le marais a été épargné. Mais demain, que pèseront le marais et ce peuple oublié face aux 250 millions de riverains assoiffés qui réclament toujours plus d'eau du Nil? « 87% de la population mondiale, aujourd'hui, bénéficie d'un accès à l'eau potable. C'est une avancée de notre siècle extraordinaire. Mais il reste encore près d'1 milliard de personnes pour qui l'eau potable est une obsession quotidienne. Pourtant, depuis 2010, les Nations Unies ont décidé que le droit à l'eau était fondamental pour tous les humains. Tous les gouvernements du monde se sont engagés à le respecter. J'aimerais finir ce film sur cette réalité. Une ligne dans un rapport, mais qui à force d'être lue, dite, répétée, a perdu tout son sens.